Sur la base de l'analyse rétrospective que nous a présentée Julie, nous avons ensuite poursuivi notre exercice avec un travail prospectif qui visait essentiellement à élaborer donc plusieurs scénarios de futur possibles. Et pour ce faire, comme l'a dit Marc en introduction, nous avons commencé par nous appuyer sur les projections tendancielles de l'INSEE. À ce propos, il faut commencer par rappeler que la différence entre la prospective telle que nous la pratiquons et ces projections de l'INSEE qui ont pour objectif de prédire ou d'estimer les évolutions quantitatives de la démographie dans les prochaines décennies, ce qui n'est pas notre objectif puisque nous cherchons à établir des scénarios pour le futur différents. Et elles nous ont quand même servi de point de départ. L'idée étant ici d'étudier les scénarios d'adaptation possibles à ce scénario tendanciel en appréhendant les différents phénomènes qui pourraient le faire varier. Donc, si on en revient à ce graphique qui s'affiche ici, l'INSEE propose une projection donc, de l'évolution démographique de la France à 2070. Et ces projections, elles montrent que, suivant ces estimations, la population française devrait croître encore lentement jusqu'en 2044 pour atteindre 69,3 millions de personnes, puis commencer à décroître et atteindre 69,2 millions en 2050. La population active devrait quant à elle croître jusqu'en 2036 pour atteindre 31,2 millions, puis commencer à décroître et atteindre les 30,5 millions d'actifs en 2050. Donc ces évolutions, elles vont impacter la population active encore plus tôt que la population générale et dès lors vont se poser plusieurs questions. Tout d'abord, quels seront demain les besoins de main-d'œuvre liés aux évolutions de la structure par âge et au vieillissement de cette population? Quel impact le vieillissement de la population aura-t-il sur la disponibilité de la main-d'œuvre, et notamment pour les secteurs qui sont d'ores et déjà en tension? Et enfin, quel potentiel existe-t-il pour les nouveaux profils de travailleurs, tels que les immigrés, les jeunes, les femmes ou les hommes selon les secteurs, ou encore des robots qui pourraient venir remplacer les travailleurs manquants? Pour élaborer ces scénarios, il nous a d'abord fallu identifier un certain nombre de variables à prendre en considération pour les construire. Et la première variable, qui est aussi la variable la plus déterminante, prédominante, c'est celle, bien sûr, de l'âge de départ à la retraite, puisque actuellement, on constate que la principale stratégie adoptée par les pouvoirs publics pour faire face à ce vieillissement de la population consiste à allonger les carrières. Les projections de l'INSEE qu'on voit s'afficher ici montrent comment le taux d'activité des 60-64 ans devrait passer de 39% aujourd'hui à 70% en 2050, sous l'effet de ces politiques d'allongement des carrières qui sont d'ores et déjà mises en œuvre. Le taux d'emploi des 65-69 ans passerait quant à lui de 10% aujourd'hui à 17%. Cependant, donc, si le taux d'activité qui mesure le taux des personnes en emploi ou à la recherche d'un emploi peut faire assez facilement l'objet de projections, il faut quand même rappeler que le taux d'emploi, qui lui mesure le taux de personnes réellement en emploi, est l'objet de bien plus d'incertitudes. Et ceci simplement parce qu'il est bien plus difficile de prévoir combien de personnes seront effectivement en emploi d'ici à 2050. Cette difficulté, elle vient principalement du fait qu'on ne parvient pas à prévoir la capacité de notre société à maintenir les seniors au travail et en particulier sa capacité à maintenir ou à améliorer la santé de cette population vieillissante de façon à ce qu'elle puisse continuer de travailler. Et donc, de façon assez logique, on comprend que cette interrogation, elle est étroitement liée à l'évolution de la pénibilité au travail et à celle de la santé et de la sécurité au travail. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes ensuite intéressés à l'évolution de la santé des travailleurs, qui constitue la seconde variable la plus structurante de notre exercice.
Et pour cela, nous avons étudié plusieurs indicateurs. Des indicateurs de santé publique, tout d'abord, comme l'espérance de vie en bonne santé, mais il s'avère que ce sont des indicateurs sur lesquels il est difficile d'avoir une visibilité sur les années futures. On a également étudié l'évolution de la prévalence des maladies chroniques ou des affections de longue durée ou le nombre de licenciements pour inaptitude, mais là encore avec beaucoup d'incertitudes sur leurs évolutions. Et d'autre part, on a étudié également des indicateurs de la pénibilité et de l'invalidité qui sont plus directement liés aux conditions de travail. Donc à l'issue de ces analyses, on a d'abord constaté qu'il y a une tendance au ralentissement de l'augmentation de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé. Mais surtout, et ce graphique de la DARES l'illustre très bien, on constate un lien de corrélation étroit entre les expositions aux risques psychosociaux et physiques et la capacité à poursuivre son activité jusqu'à la retraite. Ici, on voit bien comment les travailleurs les plus exposés sont plus de 60% à estimer ne pas être capables de tenir jusqu'à la retraite. Donc, parallèlement à ces deux premières variables, qui sont très déterminantes pour notre exercice, notre groupe de travail a ensuite étudié d'autres indicateurs qui s'apparentent davantage à des leviers d'adaptation possibles à ces évolutions. C'est le cas notamment de l'évolution de la politique migratoire, qui constitue l'une des solutions d'adaptation possibles à un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et ce graphique de l'INSEE, il montre assez bien comment ce solde migratoire constitue effectivement une variable centrale de ces évolutions, car suivant les fluctuations de ce solde, la population active pourrait varier de plus ou moins 1 million de personnes d'ici à 2050. Un autre levier d'adaptation correspond au recours à l'automatisation pour faire face à ce vieillissement de la population active. Mais contrairement au solde migratoire, celui-ci ne permet pas de jouer directement sur la taille de cette population. Donc pour illustrer cette variable, nous avons retenu ce graphique qui est issu d'une étude des chercheurs du MIT et de l'Université de Boston, Acemoglu, qui est le prix Nobel d'économie 2024, et son co-auteur Restrepo, qui montre le lien existant entre l'évolution du vieillissement de la population active et le taux d'équipement en robots de différents pays. Donc, ces travaux ils montrent assez bien, encore une fois, comment les pays qui ont connu un vieillissement précoce de leur population ici, entre 1993 et 2014, et comme c'est le cas, on le voit assez bien ici pour l'Allemagne et la Corée du Sud, par exemple, ont vu leur taux d'équipement en robots augmenter plus fortement du fait du vieillissement de leur population. Enfin, une cinquième et dernière variable concerne l'évolution de l'emploi des 15-24 ans, qui a commencé d'augmenter légèrement depuis 2014, avec le développement des politiques favorisant l'apprentissage. On peut remarquer sur ce tableau que, comparé aux États-Unis et à la moyenne des pays de l'OCDE, ce taux d'emploi en France pourrait encore continuer potentiellement d'augmenter sous l'effet de différents paramètres, comme des politiques d'incitation, par exemple, ou encore des contraintes liées au coût de la vie ou au coût des études supérieures, par exemple. Et tout ceci pourrait amener les jeunes à accumuler davantage emploi et formation. Donc ces 5 variables qu'on vient de passer en revue ont ensuite fait l'objet d'hypothèses d'adaptation qui ont permis enfin de construire 2 scénarios contrastés. Et c'est ce travail que Cécile va vous présenter maintenant. Voilà, donc sur la base de toutes les analyses qui ont été conduites en intégrant toutes ces variables, toutes ces projections, donc il y a beaucoup de matière, on a voulu comprendre comment pourraient évoluer les profils des travailleurs en France à l'horizon 2050. Et donc pour ça, la première étape, ça a été de construire effectivement différentes hypothèses. Donc chaque hypothèse, c'est un peu une réponse possible en termes de profil des travailleurs qu'on veut favoriser ou parfois de contraintes
auxquelles il faut faire face. Donc on a construit 6 hypothèses que je vais vous présenter rapidement. On n'a pas forcément cherché à couvrir tous les futurs possibles, mais plutôt à mettre en avant les hypothèses qui nous paraissaient les plus intéressantes parce que susceptibles d'avoir le plus d'impact ensuite sur les travailleurs et bien sûr sur le marché de l'emploi plus globalement. En gros, ces différentes hypothèses, à chaque fois, elles vont pousser un profil de travailleur ou une réponse différente. Et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout d'abord, comme l'a dit Jennifer, la question vraiment qui apparaît comme centrale dans la démarche, c'est celle du maintien ou non en emploi des seniors et si oui, dans quel état de santé. Donc ça, c'était vraiment la première question qui a conduit à 2 premières hypothèses, puisque dans un premier cas, on se dit oui, on cherche à maintenir les seniors en emploi et notamment à s'assurer qu'ils restent dans un bon état de santé. Alors, bien sûr, pour pouvoir travailler, mais aussi plus globalement, parce que c'est quand même mieux d'avoir des personnes âgées en bonne santé. Donc ça, c'est cette première hypothèse. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'en gros, on arrive à doubler le taux d'emploi des seniors à partir de 65 ans. Donc c'est un effort quand même assez considérable. Et donc à les garder en bonne santé, ce qui pourrait arriver parce que, on l'a dit aussi, on a déjà quand même, on le voit, beaucoup de politiques qui poussent pour cet allongement des carrières et ce report de l'âge de départ à la retraite, qui pourrait encore être accentué. On pourrait aussi envisager, comme on le voit déjà, que les contraintes financières des seniors s'aggravent et donc les poussent à rester en emploi plus longtemps. Et bien sûr, cette hypothèse n'est possible que si on a des politiques publiques et aussi des efforts du côté des employeurs pour s'assurer que tous les enjeux de santé qu'on a vus précédemment sont résolus, en tout cas que des réponses sont apportées. Cette hypothèse, comme les autres, en fait, on les nourrit sur la base de ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des tendances qu'on observe déjà, soit en France, soit dans d'autres pays, qui nous montrent finalement que ce futur-là est possible. Et donc là, en l'occurrence, on avait deux tendances un peu qui allaient dans ce sens-là. La première, c'est le fait que déjà le taux d'emploi des seniors a doublé en France depuis 2010, mais qu'on a encore de la marge, c'est-à-dire qu'il reste globalement très inférieur à celui des autres pays européens. Donc on se dit qu'il y a des marges de manœuvre, il y a des marges de progrès. Et puis bien sûr, il y a un exemple extrême du côté du Japon, où là, justement, on a déjà ce taux... un tiers des Japonais de plus de 70 ans qui sont encore en emploi. Là, je ne parle pas de futur souhaitable ou non. En tout cas, on dit que c'est possible, c'est des choses qui existent déjà. Deuxième hypothèse par rapport à ce taux d'emploi des seniors, c'est de dire non, finalement, on n'arrive pas à maintenir les seniors en emploi pour différentes raisons, et notamment leur état de santé reste mauvais, voire se dégrade davantage. Donc, qu'est-ce qui nous a conduit à construire cette hypothèse ? Premier point qui a déjà été mentionné et qui est bien sûr central dans les travaux de l'INRS, c'est l'idée que les conditions de travail d'un certain nombre de seniors pourraient se dégrader et donc conduire à des pathologies, à des absences plus fréquentes. Mais cette hypothèse, elle peut aussi être liée à d'autres facteurs en dehors du marché du travail, notamment liés au système de soins, qui pourraient conduire à une dégradation de leur état de santé. Et là aussi, pour nourrir cette hypothèse, qu'on a observé quand même, c'est une explosion du nombre de personnes concernées par des ALD, donc par des affections de longue durée depuis 15 ans, et puis une hausse aussi très forte du nombre d'arrêts maladie, notamment chez les seniors, et notamment, c'est un point qu'on n'a pas encore beaucoup mentionné, pour des enjeux de santé mentale, qui est quand même un facteur qui explose depuis quelques années. Donc ça, c'est nos 2 premières hypothèses, comme l'a dit Jennifer, qui sont centrales pour la suite en termes de taux d'emploi des seniors. Ensuite, on a continué et on a mobilisé donc les autres variables que Jennifer a mentionnées, et notamment la question des migrations de travail, qui est compliquée à aborder en France, mais qui est vraiment centrale pour la population française de manière générale, mais aussi pour le marché du travail. Puisque ce qu'on voit, c'est que, en gros, si on ne fait rien, si on continue comme aujourd'hui, donc on aurait à peu près 30 millions d'actifs en France en 2050. Il y a un autre monde où on pourrait avoir 1 million de travailleurs étrangers en plus, c'est-à-dire que d'ici 20-25 ans, si on favorise l'émigration, notamment l'émigration de travail, à la fin, on aurait 31 millions d'actifs, ce qui pourrait résoudre un certain nombre de problèmes pour des secteurs aujourd'hui en tension. Et cette hypothèse-là, elle est relativement facile à raconter, puisqu'on voit bien qu'il y a un décalage, un différentiel entre les pays comme la France qui voient leur population donc diminuer progressivement et au contraire d'autres pays où la population continue à augmenter, et donc ça peut générer une pression migratoire, a fortiori avec un changement climatique qui va pousser un certain nombre de personnes à quitter leur pays. Cette hypothèse, elle peut aussi être favorisée par justement des tensions de recrutement toujours plus fortes dans certains secteurs.
et donc des filières des entreprises qui vont pousser pour accueillir plus de travailleurs étrangers et donc répondre à leurs besoins de recrutement. Mais cette hypothèse, bien sûr, elle suppose qu'il y a un assouplissement des politiques migratoires, sinon elle est impossible. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est déjà dans un pays où le solde migratoire augmente progressivement depuis 5 ans. Alors, c'est pas une explosion, mais en tout cas, on est déjà sur cette tendance-là, qui passe relativement inaperçue. Et autre point qui a été très structurant pour nous, c'est de rappeler que depuis les années 70, la population de l'Allemagne, elle augmente uniquement grâce au solde migratoire. C'est-à-dire que les Allemands ne font plus de bébés, mais ils accueillent des étrangers, ce qui permet de maintenir la population. Donc on voit que c'est possible dans des pays relativement proches du nôtre. Et alors, en parallèle, on a bien sûr une hypothèse où, à l'inverse, l'accueil de travailleurs étrangers est en baisse. Donc là, ça nous conduit à une diminution de la population active. Donc on arriverait à 29 millions contre 30 millions si on continue comme aujourd'hui. Et là, on va retrouver des moteurs qui sont un peu inverses, c'est-à-dire on est plutôt sur des politiques migratoires restrictives, avec une priorité qui est donnée à l'emploi des Français. Et puis donc le facteur qu'on va commencer à évoquer sur l'automatisation, de se dire comme au Japon, en gros, on refuse de faire venir des travailleurs immigrés. En revanche, on mobilise vraiment le travail des seniors et l'automatisation pour répondre aux besoins du marché du travail. Donc là, on a 2 hypothèses supplémentaires. Et on a 2 dernières hypothèses où là, on se dit, si on ne privilégie pas le travail des seniors ni les migrants, il nous reste 2 options. La première, c'est les jeunes. Donc c'est ce que Jennifer a commencé à expliquer. Où là, on se dit, est-ce que, en gros, d'ici 2050, on pourrait avoir 45% des 15-24 ans qui seraient en emploi. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à 1/3 des 15-24 ans qui sont en emploi ou en apprentissage. Et en gros, on reviendrait au taux qu'on a connu, là aussi, il y a à peu près 40-50 ans. Donc c'est pas une hypothèse qui est impossible. On l'a déjà connue par le passé. Mais elle supposerait quand même certaines conditions. Donc la première, c'est que, comme on l'a dit, on n'arrive pas à maintenir les seniors en emploi et on ne veut pas de travailleurs migrants, ou on ne peut pas, et donc on est obligé de chercher ailleurs. Et donc on va favoriser cet emploi des jeunes, donc y compris en les laissant en études moins longtemps ou en favorisant l'apprentissage. Et cette hypothèse, elle va être favorisée dans un contexte où il y a une hausse du coût de la vie pour les jeunes qui les pousserait à travailler plus tôt ou en tout cas à croiser études et emploi. Alors là, ce qu'on observe déjà, c'est que justement, le taux d'emploi des jeunes, il commence à augmenter depuis quelques années, principalement via l'apprentissage, c'est pour ça que je le mentionne, et que cette histoire du coût des études, on le voit aussi un petit peu en France, même si clairement on est très privilégié par rapport à d'autres pays, compte tenu du poids des études publiques en France. Et puis, exemple là aussi intéressant, en Allemagne, on voit justement que les jeunes sont déjà très majoritairement en emploi, donc là aussi que c'est tout à fait envisageable comme hypothèse. Dernière hypothèse, sur un facteur qu'on a peu évoqué jusqu'à présent, mais qui est assez central, c'est et si demain, finalement, pour pallier les tensions de recrutement sur le marché du travail, on avait recours massivement à l'automatisation, donc aux machines sous toutes leurs formes, pour remplacer les humains ou pour les accompagner dans leurs tâches professionnelles. Donc là, bien sûr, ça fait sens dans un marché du travail vieillissant, mais ça suppose des investissements quand même assez massifs dans ces technologies-là. Ce qu'on observe déjà dans un certain nombre de pays, donc là, on va reprendre l'exemple du Japon, mais aussi de la Corée du Sud, où là, clairement, ce choix a été fait de recourir à l'automatisation élevée. Et puis, bien sûr, on peut mentionner l'IA, puisqu'on sait que les progrès de l'IA peuvent favoriser à minima l'accompagnement, voire le remplacement de certains métiers, notamment dans des métiers très qualifiés, très intellectuels. Donc ça, c'est nos 6 hypothèses. Ensuite, on les a croisées pour construire 2 scénarios globaux sur l'évolution justement des profils des travailleurs à l'horizon 2050. Alors pourquoi 2 ? Parce que comme on l'a dit depuis tout à l'heure, comme vraiment ce qui était central dans notre réflexion, c'était cette question du maintien ou non en emploi des seniors sur le marché du travail à 2050, on s'est dit finalement on va tirer ces 2 futurs-là et ça va nous conduire à 2 scénarios sur lesquels on va travailler ensuite en termes d'impact pour le marché du travail. Donc le premier scénario, c'est celui qui correspond à la première hypothèse que j'ai présentée, c'est de se dire oui, on réussit à maintenir les seniors en emploi dans de bonnes conditions. Donc en gros, on a à la fois des réformes des retraites qui repoussent toujours plus l'âge de la retraite et avec vraiment une application assez stricte de ces réformes. Et puis on a une vigilance des efforts très
puissants qui sont conduits pour maintenir l'état de santé des travailleurs, voire pour l'améliorer. Alors bien sûr, ça ne suffira pas parce que on aura toujours des besoins de main-d'œuvre qui ne pourront pas être satisfaits par ces travailleurs seniors. Et donc, il y aura toujours des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs qu'on voit déjà, donc typiquement le BTP par exemple, ou les industries agroalimentaires, on en reparlera tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que même dans ce scénario de maintien en emploi des seniors, il va falloir trouver d'autres solutions. Donc, c'est là on va retrouver nos variables précédentes. Donc, est-ce que le choix sera fait de recourir à de la main-d'œuvre immigrée ou de faire travailler les jeunes ou l'automatisation. Donc là, volontairement, on a laissé différentes options possibles pour pouvoir aussi construire différents futurs possibles et voir les enjeux qui pourraient en résulter. Et deuxième scénario, à l'inverse, donc on est dans un scénario où le taux d'emploi des seniors se stabilise, voire diminue, où on n'arrive pas finalement à mettre en œuvre les réformes que j'ai mentionnées. Et donc, en plus, on est dans un scénario où l'état de santé des travailleurs seniors se dégrade. Donc, à la fois, comme je l'ai dit, pour des raisons professionnelles liées à leurs conditions de travail, mais aussi ça peut être lié donc à des conditions, plutôt à des modes de vie qui conduisent à dégrader l'état de santé des travailleurs. Donc, forcément, avec des enjeux majeurs pour les entreprises sur comment je gère cette main-d'œuvre vieillissante, mais que je n'arrive pas à maintenir en emploi ou qui peut être confrontée à des absences plus fréquentes. Donc là, forcément, dans ce scénario, il faut absolument qu'on trouve des alternatives, des compensations. Donc les leviers que j'ai déjà mobilisés, là, il va falloir les pousser encore plus, que ce soit l'automatisation, le recours à des travailleurs étrangers, à des jeunes, voire aussi envisager de délocaliser certaines activités quand vraiment on ne parvient plus à les conserver en France. Voilà.